Valoriser les valeurs éducatives de la montagne. Donc on fait un petit tour avec chacun des 4 intervenants. Qu'est-ce que c'est la valeur éducative pour vous? Vous pouvez aussi réfléchir peut-être à ce que c'est pour vous. Ils vont faire une petite intervention d'1 minute, de manière rapide. On fait un échange avec la salle et puis on reviendra un peu dessus. On va changer un petit peu ce format pendant 1 heure. Ça vous va, Monsieur Chabert? Vous êtes prêt à vous adapter? Allez, on va y arriver, on se lance. Nicolas, président de la FFCAM. À chaque fois, vous pouvez vous représenter, c'est pas mal. Je te laisse attaquer. Les valeurs éducatives, ça te parle peut-être, de par ton métier aussi? Oui, les valeurs éducatives, je pense que ça parle à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens dans la salle, mais en particulier quand on est enseignant, qu'on forme des jeunes au métier de la montagne et qu'on préside la fédération des clubs alpins, puisque c'est 145 ans d'histoire et d'éducation à la montagne. Pour faire court pour cette introduction, moi je pense qu'il faut d'abord replonger la montagne dans un contexte de cadre d'activité sportive. Il y a aussi les valeurs éducatives du sport à l'intérieur des valeurs éducatives de la montagne, et puis peut-être des plus-values sur la montagne. Mais les valeurs éducatives du sport, on les connaît, on peut les rappeler rapidement, mais les questions d'égalité, de solidarité, d'entraide, d'esprit d'équipe, de technicité, d'endurance, de goût de l'effort, mais aussi d'implication, de liens communautaires, tout ça c'est des valeurs fortes du sport. Et peut-être que pour la montagne, moi je rajouterais 3 dimensions, en tout cas qui me parlent. C'est d'abord le contact avec des milieux d'exception, d'une richesse incroyable, d'une fragilité aussi incroyable, et d'une complexité qui fait que pour s'en sortir, c'est la deuxième composante, il va falloir qu'on s'engage et qu'on s'engage ensemble. Et ça, c'est l'esprit de cordée. Et enfin, la troisième composante qui est forte pour moi, j'allais dire, c'est peut-être un petit peu la question de l'élévation et du sublime. Parce que la montagne, c'est beau, quoi. Et quand on voit une montagne, déjà, c'est beau. Quand on est sur cette montagne, c'est encore plus beau. Et quand on est au sommet, alors je sais bien que c'est pas forcément à la mode de parler de ça. On est plutôt en train de, à chaque fois, mettre au cœur de nos échanges la culture du renoncement. Mais mince, moi quand je fais de la montagne, j'aime bien faire le sommet quand même. Et je pense que je suis pas le seul et que je suis pas le seul dans la salle. Et quand on est au sommet, eh ben c'est beau. Et ce côté élévation, ce côté sublime de l'élévation, si on arrive à le partager, je pense que ça nous rend différents et que ça nous rend meilleurs peut-être. Ok. Je vois que vous avez préparé votre chrono. Alors, à la rigueur, je dirais à la fois à titre perso, parce que ça peut les valeurs de la montagne, et à la fois à travers votre métier, il peut y avoir 2 temps peut-être là-dessus. Et hop, il lance le chrono. Je lance le chrono. Oui, bonjour à tous. Jacques Dallest, magistrat, haut-savoyard, annécien et accessoirement procureur général. Alors, quand on parle d'assises, moi je pense à la cour d'assises, donc je suis content de ne pas être dans une cour d'assises criminelle. Alors, évidemment, les valeurs éducatives, pour moi, mais pour n'importe qui, c'est comment être citoyen. Comment être tout simplement citoyen, comment comprendre la société, comment apporter sa contribution à la vie de la société. Effectivement, la nature, la montagne, la mer, c'est des espaces qui ne peuvent qu'élever. Alors, je pense toujours au petit proverbe chinois, quand tu es en haut de la montagne, continue de grimper. Et je crois que c'est ça qui doit animer tous les gens, c'est-à-dire que la montagne, c'est une terre qu'il ne faut pas trop réglementer. Je crois que ça, il faut le dire et le répéter, une terre de liberté, et que tout ce qui grandit l'homme, tout ce qui grandit l'être humain, mérite d'être valorisé. Et ça commence par la jeunesse, évidemment, jusqu'au grand âge, parce qu'on peut être débile à un grand âge, on peut être brillant tout jeune. Je dis toujours qu'il y a des vieux cons et des jeunes crétins, ou des jeunes cons et des vieux crétins. Je crois que dans ce domaine, la bêtise est partagée, et je crois que si on comprend tous ce à quoi peut amener la montagne, qu'on n'est pas forcément au-dessus de tout le monde, et ben que vraiment on est un citoyen et on est dans la République française, je crois qu'on a réalisé les choses, et j'ai déjà dépassé de 22 secondes. Voilà. Non, mais là, vous avez été super bon. Hein. Je sais pas si Pascal arrivera à tenir ça, je connais un peu Pascal. Bonjour à tous, Pascal Chaplan, guide à la compagnie des guides de Saint-Gervais, Les Contamines. Pour moi, les valeurs éducatives de la montagne, c'est ce qu'on appelle vulgairement une formule qui est devenue peut-être un peu bateau. En tout cas, aujourd'hui, elle a été bien valorisée et bien défendue. C'est ce qu'on appelle
la culture alpine ou la culture montagne. Pour moi, c'est quand même l'essence même de toutes les activités qui tournent autour de la montagne. Bien sûr, on sait qu'il y a des prérequis, les prérequis techniques, les prérequis physiques, les prérequis relationnels, les prérequis commerciaux. Il y en a des prérequis, beaucoup. Mais tous ces prérequis n'ont aucune valeur si on n'a pas la culture montagne. Culture montagne, c'est quoi? C'est simple. C'est un ensemble de connaissances, de positions, de choix qui ont été faits par nos anciens lorsque les premiers touristes sont venus dans les montagnes et qui voulaient les découvrir. Les gens des vallées se sont adaptés et ont mis à disposition de ces touristes leurs connaissances, leur culture. Et la vraie valeur, elle est là, et seulement là. Tout le reste, c'est de l'histoire. La préparation physique, c'est de l'histoire. La technique, c'est de l'histoire. Ok, quand on se trompe, on meurt. Mais enfin, c'est de l'histoire. La vraie valeur, elle est dans la culture montagne. Ok, super. Merci beaucoup. Et pour conclure ce premier tour... Merci. Gilles Chabert, ancien président des moniteurs et conseiller montagne à la région. Donc le titre étant long, je vais parler un petit peu plus longtemps parce que j'ai encore 2 casquettes. C'est pour dire que il est bon. Je rejoindrai un peu mon ami Chaplan et puis le procureur général. Mais moi, je me suis fixé, quand on a vu cette question, valoriser les valeurs éducatives de la montagne. J'ai dit, et je l'ai redit en aparté, c'est un sujet vachement bateau, on va essayer de ne pas couler. Alors j'ai essayé de sortir ce qui pour moi était le fondamental ou la chose principale dans les valeurs éducatives de la montagne. Et cette chose-là, c'est... Alors je vais vous étonner, mais ça ne sera pas la première fois. Je vais reprendre ce que disait, je crois que ça a été dit par un gars qui devait s'appeler Lénine. Vous voyez, j'ai même des lettres de gens qui ne sont pas de la vallée et qui n'ont pas la même culture que moi. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et je crois que la montagne, c'est un lieu où on apprend la volonté. Et quand on a la volonté, on est capable de tout et on fait tout. Et on va au bout de tout et on grimpe les cimes. Donc la valeur, ce n'est pas les valeurs éducatives de la montagne, c'est la volonté. Et je vous prendrai qu'un seul exemple, c'est quelqu'un que certains connaissent dans la salle, qui s'appelle Félix Mathieu. Félix Mathieu, c'est un espèce de fondeur du Jura, je crois qu'il est des Rousses, qui était à peu près 30 fois champion de France de ski de fond. C'est un gars qui a fait les Jeux Olympiques, et c'est un gars qui est arrivé dans les années, on va dire, 65-70. Donc à l'époque où la science n'avait encore pas abouti aux choses qu'elle a aujourd'hui. Et mon Félix, il avait traîné au bataillon de Joinville. Et ils lui ont dit, Félix, on va t'étudier, et on a fait un plan incliné. On va le mettre en route, et normalement, sur le plan incliné, tu vas courir 45 minutes. Et ils ont mis en route le plan incliné. Et Félix est monté sur le plan. 1 heure après, il courait toujours. 1 heure et quart après, il courait toujours. Ils ont arrêté le plan incliné, mais ils lui ont dit, mais c'est pas possible, on avait tout étudié, tout le cœur, le machin et tout. Il dit, oui, mais vous aviez oublié un paramètre, c'est la volonté. Et pour dire que cette volonté-là, nous qui sommes montagnards savons que si on va arriver au sommet de quelque chose, c'est pas le courage, parce que le courage, c'est à la guerre qu'on a besoin d'être courageux. Mais c'est la volonté. Et la volonté, si on l'a, eh ben voilà la valeur éducative de la montagne, s'il fallait en citer qu'une. Super, merci. Et avant de passer un mot à la salle, je vais peut-être pouvoir aussi, j'en profite, puisqu'on sort un petit peu du format. Moi, j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler avec des centres éducatifs renforcés. Peut-être vous avez déjà eu à faire, donc ce sont des jeunes délinquants. Et justement, la volonté, à un moment donné, lorsqu'on part avec des jeunes délinquants qui n'ont jamais été en montagne, qui n'ont jamais rien fait, on part et au bout d'une demi-journée de ski sur les pistes dans une petite station, on peut aller faire du ski de rando, aller faire un 3000 et vivre des choses qui sortent du quotidien de ces jeunes, qui nous sortent aussi, nous, de nos zones de confort. Et on voit qu'avec la montagne, on arrive à enseigner certaines choses et faire passer certaines valeurs et avoir un peu de transformation au fur et à mesure. Alors, comme prévu, la salle. Je vais vous regarder. Mais la salle est molle. On attaque là. Je te laisse te présenter aussi. Merci. Jean-Marc Silva, directeur de France Montagne. Ce sera plus un témoignage en termes de communication, puisqu'on parle de valeur de la montagne. Et sachez que nous, on a réécrit notre feuille de route en termes de communication et on s'appuie, nous, sur les valeurs de la montagne comme montagne refuge du XXIe siècle. On pense qu'aujourd'hui, ce que propose la montagne répond aux attentes sociétales du plus grand nombre. Et nous, voilà, on veut communiquer sur le dépassement de soi, sur
la solidarité, sur l'esprit de famille, sur se reconnecter à la nature. Voilà, donc c'est toutes ces campagnes aujourd'hui de communication qu'on peut voir et de contenu qui sont signés La montagne bien fait pour vous, mais vraiment qui s'appuient sur ces valeurs de la montagne qu'on veut transmettre au plus grand nombre. Voilà, c'était le témoignage. Ok, merci pour le témoignage. Je laisse te représenter. Alors Georges Jugnat, je suis membre du bureau des guides, du bureau directeur du SNGM et responsable de la commission environnement climat. Je prends juste la parole pour partager mon plaisir de vous entendre à la fois parler d'élévation, Nico. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de ces valeurs, pour pas dire un gros mot qu'on pourrait appeler spirituelles, si on oserait. Et puis aussi des paroles du procureur qui nous rassure sur le fait qu'il ne faut ne pas trop contraindre la montagne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas perdre notre responsabilité. Et aussi dire un mot encore sur la table ronde d'avant, dire aussi que l'on comprend mieux aujourd'hui toutes ces tracas administratifs qui nous tombent un peu sur la tête, mais finalement pour comprendre que c'est pour défendre notre métier. Donc je voulais dire merci à tout le monde. Une question, ils sont en forme, hein, les gendarmes là, ils sont pas venus pour acheter du terrain. Ça risque pas, c'est trop cher ici. Alors, c'est vraiment une question. C'est pas une critique de la publicité parce que c'est nécessaire, mais est-ce que vous pensez pas que, à travers un certain nombre de messages publicitaires, on contrevient par trop d'affichage, on contrevient à tout ce qui a été dit, auquel je souscris complètement, sur la culture montagne? Vous avez le micro là-bas ? Moi, je suis persuadé que oui. Je suis persuadé que vous avez raison. On en parlait aussi tout à l'heure en aparté. Il y a le critérium de la première neige. Alors, ça dédouane les guides, c'est une affaire de ski alpin. Le critérium à Val d'Isère. Le soir, il y a une soirée, comme toujours, hein, où on dîne entre nous. Et d'habitude, la soirée, on la fait en bas dans un hôtel ou dans la salle oreiller, enfin dans une salle qui est réservée à cet effet. Cette année, on va la faire à la Folie Douce. J'ai rien contre la Folie Douce. Mais je pense qu'on en est loin de la montagne que j'ai connue quand j'étais petit et que j'ai fait connaître aux gens ou que j'ai martelé à toutes les personnes que j'ai croisées pour leur faire voir les bienfaits, comme dirait Jean-Marc, et les valeurs éducatives. On n'a plus de valeurs, là. Là, non seulement on descend tout en bas et on leur dit aux gars, regardez si c'est chouette en montagne. On peut se saouler la gueule, on peut danser et on peut fumer des pétards. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus beau que ça? Donc là, ça vraiment, là, je peux dire que vous avez raison. Bravo Gilles, je te reconnais bien là, ouais, bien, bravo. Jean-Baptiste, ouais, je pense que tu as raison. Je ne suis pas un expert en communication ni en marketing, mais on sait quand même pertinemment aujourd'hui que pour être de bons marchands, il faut vraiment être non marchand. Et effectivement, trop de communication publicitaire nous rend trop marchands, et du coup, on n'est plus non marchand, et du coup, on n'attire plus personne. Je crois vraiment que c'est un point important à prendre en compte dans notre communication. Enfin, Jean-Marc Silva est au cœur du problème, mais je crois que c'est vraiment un point essentiel. Alors juste peut-être pour compléter, moi je me méfie du côté élitisme de la montagne. Vous savez, la montagne doit être réservée qu'à des gens, des pros, des gens du coin, des gens sérieux. C'était comme les bords de mer qui devaient être réservés qu'à ceux qui avaient les moyens. À partir du moment où la montagne se démocratise, forcément il le fait par des messages publicitaires, avec quelquefois tout l'excès qu'il y a dans les messages, dans le fait aujourd'hui que chacun se met en scène avec sa GoPro pour se filmer, faire des trucs un peu excessifs, donc même inciter d'autres à faire comme eux. Mais est-ce que ce n'est pas la rançon de l'ouverture de la montagne à la société? Je pense qu'il faut y penser. D'ailleurs, ça fait vivre après les professionnels de la montagne. Hein. Si la clientèle se raréfie, c'est autant de métiers qui eux-mêmes se raréfieront. Donc voilà, ça peut être aussi plein d'effets pervers. Hein. C'est avec des gens qui arrivent, pas spécialement pour skier, mais peut-être pour se saouler la gueule ou s'amuser en bande. Mais aussi des gens qui n'auraient peut-être pas connu la montagne autrement. C'est être un lieu où il y a des familles, des jeunes, des excités, des camés, des délinquants, parce que vous savez que la montagne n'est pas épargnée par la délinquance, hein.
de haut niveau, de bas niveau. Il y a du blanchiment d'argent, il y a du proxénétisme, il y a du trafic de drogue, il y a du travail clandestin, il y a même de l'esclavage. Chez certains dignitaires étrangers qui font travailler des gens à bas prix dans certains endroits. Donc vous voyez, la montagne ne peut pas être épargnée par les aléas de la société. Il faut qu'elle l'admette en étant évidemment vigilante sur les débordements. Et il faut que là, les services de sécurité intérieure puissent être présents. Mais laissons quand même à la montagne cet espace d'accès au grand public et gérons les accès du grand public. Alors, je me suis déjà présentée tout à l'heure, donc je ne recommencerai pas. Je voudrais juste dire que vous avez parlé de citoyenneté. Et effectivement, il y a des valeurs transmises, mais qui ont bien évolué suivant l'histoire. Quand on voit les premiers, les premiers étrangers arriver sur Chamonix pour faire de la montagne, avec tout ce que ça représentait. Quand on voit l'utilisation aussi politique de la montagne pour mettre en valeur un régime. Quand on voit donc... on pourrait citer Travail, Famille, Patrie aussi. On pourrait voir tout ce que les associations ont apporté comme valeur par rapport à la pratique de l'alpinisme. Parce que, bien sûr, valeur éducative de la montagne, et puis on en vient rapidement aussi à qu'est-ce qu'on fait dans cette montagne. On pratique de l'alpinisme, pratique du ski, pratique de tous ces sports qui se sont diversifiés. Et qu'est-ce qu'on entraîne et quelle est la relation avec la médiatisation, avec la promotion de la performance, et puis avec aussi, vous parliez de slogans, ou vous parlez tout à l'heure aussi de, de positionnement par rapport à un changement climatique. Et nous, on se pose des questions avec les jeunes tout autour de nous. Cette pratique de la montagne, quelle qu'elle soit, suivant les saisons, qu'est-ce que ça entraîne ? La pratique hivernale, la préservation d'un territoire, et puis la massification. Enfin, je veux dire, quand on voit l'arrivée pour l'Ultra Trail du Mont Blanc de toutes ces équipes venant de partout et que la vallée est asphyxiée, on se pose quand même des questions d'avenir sur les valeurs éducatives de la montagne. Merci. Ça vous laisse pantois, mais il y a eu du cheminement là dans le propos. Dorian, à ma droite. Et après, tout à l'heure, on va passer un film, parce qu'elle est amenée un film et discuter d'un projet. Il y a Dorian et... Oui, moi j'avais juste une question, peut-être qui s'adresse, on va dire aux 4 invités. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour assumer cette double exigence, c'est-à-dire de pouvoir continuer à emmener des gens dans un univers et assumer une part d'inconnu, ce qu'on pourrait appeler la prise de risque, et en même temps assurer la sécurité, notamment de publics comme les mineurs. Aujourd'hui, on est pris, nous les professionnels sur le terrain, entre cette double exigence. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme posture commune pour continuer à promouvoir cela et que ça reste un discours audible dans le grand public ? Question difficile qui nous occupe pour beaucoup. Tous ceux qui mouillent la chemise toutes les semaines et tous les week-ends pour amener des gamins en montagne sont confrontés à cette question. Et pourtant, d'ailleurs, si le ministre avait été là, je pense que ça aurait été intéressant de débattre de cette question avec lui. Je pense qu'on peut continuer à amener des jeunes faire de l'alpinisme, du ski de randonnée, du ski alpinisme, du ski hors piste, de l'escalade, de la glace, avec quel que soit le cadre. Moi, je le fais dans le cadre de l'éducation nationale. Alors, c'est pas peu dire, parce qu'aujourd'hui, en 2019, bientôt 2020, amener des groupes de gamins en montagne, c'est déjà pas simple.
mais on est plusieurs dans la salle à être dans l'éducation nationale. Quand on les emmène dans le cadre de l'éducation nationale, je peux vous dire que on ne sait pas encore comment on y arrive. Des fois, je me réveille le matin, je me dis, mais ça fait 15 ans que moi je fais ce métier de former des jeunes au métier de la montagne. Dans le cadre de l'éducation nationale, comment ça se fait que ça existe encore? Et en fait, comment ça se fait que ça existe encore? Parce que nous, en tout cas, sur le lycée où j'enseigne, je coordonne une équipe d'une 15aine de professionnels. On a mis en place des règles où on a décidé à l'avance des conditions de pratique site par site où on allait amener les gamins dehors et dans quelles conditions. Et donc, on s'est permis tous ensemble, d'ailleurs des guides avec qui je travaille qui sont présents aujourd'hui, on a admis qu'on allait finalement s'interdire certaines pentes ou certains itinéraires en fonction des conditions. Mais c'est nous-mêmes qui avons fixé nos propres règles et nos propres interdictions internes. Et en clarifiant ce truc-là, finalement, on se rend compte que ça fonctionne, ça rassure tout le monde. On détruit un petit peu l'imaginaire qui consisterait à dire qu'on va n'importe où, dans n'importe quelle condition, parce que les montagnards, avec ce fichu libre arbitre, on a l'impression qu'ils vont faire tout et n'importe quoi, et c'est pas vrai. On est plutôt des gens responsables. Sauf qu'on a anticipé par rapport à ça, on l'a écrit, on l'a énoncé. Et après, il y a une deuxième règle qu'on a inventée il y a 15 ans quand on a créé cette section tous ensemble, c'est que ça rejoint un petit peu les discussions qu'on a eues hier sous forme de petit atelier, où ça rejoint ce que Sébastien a dit tout à l'heure sur la place du client. Nous, toutes les décisions sont prises à l'unanimité à 3 personnes. 3 personnes qui prennent la décision. Il n'y a jamais un encadrant qui est seul face à un choix et qui doit traiter ce choix sans pouvoir en parler à d'autres. Et les décisions sont prises à l'unanimité. Et maintenant, on se connaît tellement bien que dans le regard, on sait même que ça ne sert à rien de poser la question. Il y en a un qui va dire non et on n'y va pas. Voilà, donc je pense que si on se fixe nous-mêmes nos propres règles, on peut toujours s'autoriser et on peut toujours amener des groupes de mineurs en toute sécurité. Et en plus, on en a le droit parce que c'est même maintenant inscrit dans le marbre. Il y a 7 établissements dans l'Académie de Grenoble qui ont été fléchés et qui ont le droit de pratiquer ces activités dans le cadre des cours. La grande question de l'autorégulation. On va projeter, et puis on reviendra sur des questions, on va projeter le film et puis le projet qui sera présenté par Pascal. En même temps, un petit coucou à l'équipe dans la régie, si vous voulez vous retourner pour regarder le... Aujourd'hui, on a la chance d'être sur le site du futur refuge des Prés. Le refuge des Prés, donc c'est un refuge que nous allons construire sur un ancien bâtiment agricole appartenant à la mairie des Contamines. Et nous avons trouvé un accord avec cette dernière afin de pouvoir le transformer et de construire un refuge de moyenne montagne, puisqu'on est à 2000 mètres d'altitude. Et ce refuge aura 30 places. Il sera d'un bon confort, mais bien sûr, ça ne sera pas un hôtel de luxe, mais il sera d'un très bon confort. Ce refuge aura 3 vocations. Une première vocation classique en période estivale pour la randonnée en moyenne montagne, puisqu'on est tout près, on est à quelques mètres du tour du Mont Blanc, et on est aussi tout près sur le secteur un peu plus à l'ouest, sur le secteur du Tour du Beaufortin. Donc une grosse activité en randonnée pédestre du mois de juin au mois de septembre. Il y aura aussi une vocation importante pour l'hiver et le printemps, puisqu'on est situé dans le Haut-Val-Montjoie, au fond de cette vallée, où un superbe domaine de ski de randonnée peut se développer sur un terrain tout à fait adapté, avec de très belles montagnes à parcourir juste au-dessus. On aura ensuite une troisième et dernière vocation dans ce refuge, qui est la volonté de faire venir des enfants des écoles primaires de toute la région, pour faire des petites formations sur 2 ou 3 jours, formations qui auront 2 volets, un volet environnemental, organisé par Aster, qui est le gestionnaire de la réserve naturelle dans laquelle on se trouve, et puis un volet un peu plus technique sur tous les autres aspects de la montagne, qui sera assuré par les guides de la compagnie des guides de Saint-Gervais-les-Contamines, puisque cette compagnie est le porteur de projet de ce futur refuge. Voilà, en tout cas, on espère pouvoir vous y accueillir. On a donc un financement qui est assez lourd, il y a de gros travaux à faire. Une partie de ce financement est assurée par un recours à l'emprunt à hauteur de 420 000 €. Une partie est assurée par des aides du département, de la région, de France Active et du commissariat de massif. Et aussi, on a créé un tout petit site de financement participatif sur un site internet qui s'appelle zest.coop.
zest, zeste.cop, C2OP. Et ça s'appelle Refuge des Prés. Donc, si le cœur vous en dit, vous pouvez nous aider aussi sur ce site. Et on a aussi créé une association qui aidera le développement, la création et le développement de ce refuge. Merci. Je crois que Nico, justement, par rapport au refuge, tu avais envie de dire une petite chose. Moi, je veux dire que c'est super, bravo, parce que je pense que l'objet refuge, ou la destination, ou l'expérience refuge, là, pour le coup, c'est l'outil idéal pour travailler les valeurs et transmettre les valeurs éducatives de la montagne. On parlait de volonté, on parlait d'esprit de cordée, de découverte des milieux naturels, évidemment, de pratique d'activité, de lien social, de citoyenneté. Les trois thématiques, goût de l'effort, rapprocher le contact avec la nature, et puis sortir un peu de sa zone de confort et aller vers les autres. Aller vers les autres, c'est déjà partager des espaces de vie, c'est échanger, c'est partager la même table, partager les mêmes dortoirs. Tu l'as dit, c'est pas pour faire des hôtels d'altitude, mais je crois que vraiment, cette composante refuge, elle est essentielle. Et moi, je me félicite que vous ayez cette initiative. En plus, ça permettra d'aller au refuge de la Croix du Bonhomme que gère la fédération de manière un peu plus simple. Mais au-delà de ça, on a besoin en France d'avoir une vraie politique de développement 4 saisons sur les territoires de montagne. On travaille sur toutes les saisons, sur toutes les activités, mais là, depuis quelques années, je dois bien dire que pour avoir fait le tour de toutes les collectivités territoriales, les départements et les régions, on partage ces choix-là, et en principe, les collectivités territoriales, je regarde, Gilles, vous répondez présent, et toutes ont bien voulu, ou presque toutes, il en reste une ou deux, pour qui ça bataille encore un petit peu, mais ont bien voulu augmenter leur seuil de subvention, pousser un petit peu les habitudes et prendre en compte la spécificité des hébergements isolés de montagne, justement, comme outil pédagogique. Alors, Michel Zalliot, je suis guide et puis je suis aussi gardien de refuge. Pascal, là, tu parles de développer un refuge avec accueil de mineurs pendant 2 ou 3 nuits. Nous, sauf erreur de ma part, je crois que les mineurs n'ont pas le droit de passer plus d'une nuit en refuge. C'est peut-être en train de changer, mais donc ça, c'est un problème. Et puis, par exemple, un petit exemple pour faire prendre conscience de ce que tu dis, c'est que l'année dernière, on devait accueillir, par exemple, une classe verte qui devait monter. Et en fait, ça a été annulé au dernier moment par l'inspecteur d'académie parce que risque d'orage. Alors, est-ce que, parce qu'on parle des valeurs éducatives de la montagne, le risque, comme disait Dorian, en fait partie. Et en même temps, à l'école, en tout cas, on a des tas de problèmes parce qu'évidemment, je ne suis pas le seul refuge où on a annulé au dernier moment parce que le risque d'orage, parce que le risque de ceci, parce que le risque de cela. Alors, est-ce que je parle aussi à la question, et pour Jacques Dallès aussi, quel est le problème, comment on peut résoudre ce problème, à la fois faire venir des enfants en montagne et à la fois avoir des tas de normes qui empêchent de les accueillir. Oui, simplement, moi je voulais dire un mot par rapport à ça, c'est que, en fin de compte, de plus en plus, on a légiféré concernant la montagne, mais concernant aussi tout. Je vais prendre tout bêtement, puisqu'on parlait des gamins, les classes de neige. À un moment donné, on a poussé la bêtise à l'extrême. Il fallait que, pour ne pas la citer, c'était Ségolène Royal qui avait pondu ce texte. Moi, je peux le dire, monsieur le procureur, si vous n'avez pas le droit. Mais pour emmener des enfants en sortie scolaire, pour aller visiter simplement l'église qui est de l'autre côté du village, c'est-à-dire qu'il faut traverser une route, il fallait une autorisation. Si l'église était un peu loin et qu'il pleuvait, il fallait prendre un car. Dans ce cas-là, l'instituteur doit vérifier si le chauffeur n'a pas bu, si les pneus sont pas lisses, et s'il n'est pas en dehors des heures qu'il aurait dû faire pour pouvoir piloter, parce que c'est limité le nombre d'heures par chauffeur. Ça veut dire qu'on est arrivé à la bêtise de tout bloquer. Alors c'est normal, il y a eu un accident qui avait entraîné justement les nuitées en refuge, c'est arrivé, je pense en Haute-Savoie, c'était le centre équestre qui avait été catalyseur de cette mesure de droit qui a été prise derrière. Mais je crois que la seule chose à faire, c'est de libérer, donner un petit peu d'air.
Moi, quand j'étais jeune moniteur, c'est-à-dire il y a quelques années, dans les années 70, on recevait des classes de neige. Quand il y a un gamin qui se cassait la jambe, ben, il restait dans la classe de neige jusqu'à la fin du séjour. À la fin du séjour, il le foutait au fond du car, il le ramenait chez lui. Maintenant, quand il y a un gamin qui se casse le neige, le SAMU, l'hélicoptère, même si c'est juste casser pas grand-chose, hein, on développe tout un paquet de choses parce que les gens ont tellement peur de dire qu'ils soient fautifs de quelque chose qu'on va au-delà du raisonnable. Alors, ça serait d'arriver à trouver la juste mesure, mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'au niveau du législateur, il revienne en arrière. Et c'est très compliqué de revenir en arrière, parce qu'il peut toujours y avoir le cas où, si on revient en arrière, si on n'était pas revenu en arrière, eh ben, ma foi, ça ne serait pas passé. Voilà le problème, mais on croule un peu quand même sur une législation en direction des enfants, concernant les classes de neige, sujet que je connais bien, puisque j'ai été aussi directeur d'école dans une partie de ma vie, et je me rappelle qu'à l'époque, je recevais 68 classes de neige jour, et qu'aujourd'hui, il doit y en avoir 20. Alors, c'est vrai que c'est moins dans le projet pédagogique des profs qui préfèrent peut-être la tablette, c'est moins compliqué, puis ils ne sont pas obligés de partir, donc on est presque sûr qu'ils ne perdront pas leur femme au retour, ça a eu arrivé. Ils peuvent continuer à rester à la maison, mais le projet classe de neige est quelque chose qui disparaît un peu, pas des tablettes, mais du cerveau des gens. Voilà, et c'est malheureusement une législation un peu rigide. Là, ça s'est un peu freiné, je prends l'impression que c'est augmenté, mais on a quand même un sacré paquet de garde-fous qui nous oblige à gérer les choses d'une manière très complexe. Ouais, moi, en tout cas, je travaille régulièrement avec des classes de neige et je sais que le côté administratif va être plus un frein plutôt que, en tout cas, les enseignants qui ont envie de partir souvent, et puis le côté financier. Moi, je cite souvent l'exemple du square pour enfants du Paquier d'Annecy. Vous voyez, le Paquier, ce grand domaine accessible au public, il y a un square pour enfants. Il faudrait l'avoir photographié en 1960 et aujourd'hui. 1960, il y avait des toboggans, on montait à 3 mètres de hauteur, ça branlait un peu, tourniquet, balançoire pas très sécurisé, il y avait des accidents. Mais à l'époque, personne n'imaginait aller déposer plainte si un enfant se blessait accidentellement. Ça faisait partie de l'époque. Même chose sur l'équipement des pistes de ski à la Clusaz, il n'y avait pas de matelas contre les pylônes, on se faisait happer par les télésièges. 2019, le même square, c'est de la mousse par terre, il n'y a plus de toboggans un petit peu dangereux, enfin, parce que l'exigence de sécurité, parce que les technologies aussi l'ont permis, sont plus fortes aujourd'hui qu'à une époque. Mais aussi la tolérance, où l'intolérance du public à l'accident, elle est beaucoup plus forte en 2019 qu'il y a 20, 30, 40 ou 50 ans. Et que s'il y a un accident dont est victime un enfant, vous pouvez être certain derrière que les familles ou la famille aura du mal à accepter la fatalité, l'erreur de l'enfant. Il dira qu'il y a une erreur dans l'encadrement, que c'est l'enseignant qui n'a pas fait son travail, même si ce n'est pas forcément un accident mortel. Donc je le dis souvent, moi, aux professionnels de la montagne, que ce soit les exploitants de remontées mécaniques, les guides, les moniteurs, les enseignants, si vous encadrez des enfants, même des ados, attention, soyez extrêmement attentifs parce que, évidemment, l'enfant, il est en montagne, il peut être accidenté, mais sachez que s'il y a un accident grave, vous aurez 9 fois sur 10 une plainte de la famille qui n'aurait peut-être pas déposé plainte si la victime avait été un adulte. Et donc, encore une fois, derrière, il faudra qu'on traite cette plainte et qu'on va peut-être demander des explications à l'encadrant, à l'organisation de la sortie, est-ce que toutes les conditions étaient remplies. Je ne crois pas que la réglementation ait beaucoup évolué. Alors peut-être les instructions à l'éducation nationale se sont peut-être renforcées, mais les textes de base du code civil, du code pénal n'ont pas fondamentalement changé. Simplement, c'est l'exigence de sécurité. Moi, j'aime bien le concept de peut-être un peu ambigu, contradictoire, de liberté sécurisée. C'est-à-dire que nos concitoyens veulent être très libres, mais si possible avec l'hélicoptère qui est présent, les secouristes du PGHM, de CRS qui soient présents, sécurisés. Et puis un hôpital accessible très vite, avec une forme d'antinomie. Et je dis aussi que plus on sécurise la montagne, plus vous abaissez le seuil de tolérance du public. Moins on comprendra qu'il y a un accident sur une piste, qu'il n'y ait pas eu de filet de sécurité, qu'on n'ait pas protégé un arbre. Et ça, c'est un peu l'effet pervers d'une plus grande sécurité qui est normal, parce qu'encore une fois, la science évolue, la technologie.
Et donc, vous voyez, après, on court toujours derrière une sécurité impossible. Et il y a un moment, la montagne, doit laisser ses espaces. Et évidemment, un jeune qui va en montagne, il y a un risque. La loi de la gravité fait qu'on peut chuter, qu'on peut glisser, qu'on peut tomber quand on fait du ski. J'ai des tas d'exemples en tête de gamins qui sont morts en montagne alors qu'ils sont d'un bon niveau, mais sur des sorties de pistes stupides, des choses bêtes, mais qui sont simplement une sorte de fatalité, le danger de la montagne. Mais il faut l'expliquer aux parents, et il faut que les encadrants en soient conscients. Si tout se passe bien, tant mieux, mais s'il y a accident, il y aura derrière plainte et enquête. Pour juste compléter la réponse pour Michel, les textes, on a le droit d'aller plusieurs nuits en refuge. Les cadres de séjour sportif, cadre associatif, il n'y a aucun problème. Éducation nationale, si ça fait partie du projet d'établissement, aucun problème. Moi, ça fait maintenant 15 ans que tous les ans, avec les élèves du lycée, j'organise et donc je réalise plus de 400 à 500 nuitées en refuge, avec souvent des séjours de plusieurs nuits consécutives. Bon, ils m'ont toujours pas foutu en tôle, peut-être qu'ils m'attendent à la sortie, mais ça continue encore le projet. En primaire, c'est différent parce que dans le secondaire, il y a la notion de projet d'établissement où il y a l'autonomie des établissements et avec ce dispositif-là, on a le droit d'expérimenter et d'avoir des choses un petit peu particulières. En primaire, c'est soumis à autorisation du DAZEN. Donc, selon la culture montagne des DAZEN, c'est assez complexe. Et nous, une des pistes que l'on propose, c'est de ramener de la culture montagne chez les décideurs. Voilà, chez les décideurs et chez les passeurs potentiels. Et c'est parce qu'on va remettre de la culture montagne là-dedans que peut-être qu'on arrivera à faire évoluer certaines mentalités. On a vu effectivement, on se souvient dans les Hautes-Alpes par exemple, où un DAZEN avait décidé d'interdire absolument la fréquentation de tous les refuges. C'était un groupe de jeunes qui voulaient monter au refuge de l'Alpe du Villard d'Arène. Vous allez voir, vous voyez comme c'est engagé de monter à l'Alpe du Villard d'Arène. Voilà. Mais ramener de la culture montagne, c'est un vrai enjeu. Et ça, c'est un vrai enjeu collectif de la communauté montagnarde, c'est-à-dire de nous tous. Et ramener de la culture montagne, c'est auprès des passeurs potentiels, les enseignants, les directeurs de MJC, les responsables, mais aussi les responsables de plus haut niveau. Les gens qui travaillent dans les préfectures, les directeurs de cabinet, et les gens qui, à un moment donné, sont à des rouages. Et finalement, à un moment donné, ils prennent des décisions. C'est pas forcément qu'ils veulent mal faire, c'est qu'ils n'ont pas cette culture. Et c'est à nous de faire en sorte qu'ils l'aient. Alors, juste une dernière question, enfin pour moi en tous les cas, qui s'adresse aux magistrats suite à l'exposé que vous venez de faire pour l'encadrement des enfants. Nous, quand on encadre des adultes, on parle d'obligation des moyens. Et pour les enfants, on entend parler d'obligation de moyens renforcés. Est-ce que l'obligation de moyens renforcés est une obligation de résultat ? Alors, ces histoires d'obligation de moyens de résultat, c'est que du civil. Mettez-les de côté. Ça intéresse beaucoup quand vous avez un contrat, je pense aux exploitants de remontée mécanique, vous savez, selon que vous embarquez, vous débarquez, c'est obligation de moyens de résultat. Ça a zéro valeur en matière pénale. C'est une notion civile. Pensez plutôt à l'imprudence, à la maladresse, à l'inattention. Avec Éric Decamp qui est dans cette salle, Alexis Malon, Alain Duclos, on a réfléchi ensemble avec du public à toutes ces notions de faute. Tout professionnel et tout bénévole de la montagne peut s'exposer à une plainte pour faute par imprudence, surtout s'il y a derrière des blessés ou un mort. Donc là, il n'y a plus de considération de résultats, de moyens, on regardera simplement si ce que vous avez fait est fautif ou pas. Et notamment s'il y a des carences. Ce qu'on vous reprochera, c'est une omission, un oubli, quelque chose qui est de l'ordre, un non-renonciation, des trucs comme ça. Et c'est ça qui va être... il n'y a pas de règle particulière, c'est une appréciation particulière. Et c'est ça qui est un peu déroutant pour les professionnels de la montagne qui aimeraient savoir ce qu'ils risquent. J'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps à Annecy devant beaucoup de bénévoles qui me disaient est-ce qu'on est aussi, on peut se retrouver poursuivi ? Oui, bien sûr, parce que si vous encadrez, et un enseignant de l'éducation nationale, il peut se retrouver, d'ailleurs il y en a un qui a été condamné dans les Hautes-Alpes sur une avalanche aux Deux-Alpes, tout le monde, à partir du moment où vous avez un rôle d'encadrement, peut être exposé à cela. Et donc il n'y a pas de règle. Et vous ne trouverez rien dans le code pénal pour déterminer ce que c'est qu'une imprudence, une négligence. C'est une question d'appréciation. Et on regardera votre niveau, vous, professionnel, votre expérience, les conditions de sortie, le niveau des enfants ou des adultes,
les conditions météo, tout un ensemble de facteurs. Et méfiez-vous, ce qu'a dit ce matin Alain Duclos, à toutes ces applications qui sont très bien. Méfiez-vous de ces applications qui semblent donner des espèces de... Il l'a dit Alain ce matin, ça, vous pouvez y aller, pas y aller. Il y aura toujours le facteur humain et le côté irrationnel de l'avalanche. Pourquoi elle part, pourquoi elle ne part pas? Ne croyez pas que vous allez sans doute renforcer votre démarche un peu sécurisée, mais il y aura toujours l'aléa de la montagne. Ça, on en a conscience, nous, dans la justice, que quoi qu'on fasse, il y a toujours un risque de chute de pierre, même à des heures, etc. Ne pensez pas qu'en vous blindant de technologie, vous allez vous exonérer de toute responsabilité. Ça me paraît dangereux. Ok, super. Je pense que tu voulais dire une chose. Je veux savoir s'il y avait encore... il y aura encore... Pour savoir s'il y avait encore des questions, il y en aura une là. Bon, on fait ça, on la traite, non? Ouais, ça c'est bien. Voilà. Thierry Hubert, président d'En Passant par la Montagne à Servoz. En fait, dans tout ce que vous avez dit, nous nous y retrouvons bien, toutes ces valeurs. De la valeur de dire que quand on emmène des jeunes en montagne, une des réflexions qu'ils disent, monsieur, mais c'est beau, parce qu'ils n'ont jamais été en montagne. Les publics qu'on emmène, je ne sais pas si tout le monde nous connaît bien, c'est des publics fragiles, qu'on appelle fragiles. Ça va, au mois de février, on va emmener des jeunes autistes, on emmène des jeunes de quartier. Je voulais témoigner quelque chose aussi, en fait, qui n'a pas été évoqué, c'est que dans nos vallées, dans notre vallée d'Arves, en fait, il y a beaucoup de jeunes qui ne vont pas en montagne. La montagne, pour eux, c'est un décor. Ils ne vont pas en montagne. Alors, on met des actions l'année prochaine, dans l'été. On va aller dans les quartiers, en fait. On va dire, la montagne prend ses quartiers, on va aller vers eux pour les amener vers l'escalade, doucement, par des côtés ludiques, pour après leur faire connaître la montagne. Moi, ce que je déplore, je pose une petite question générale un petit peu aux acteurs qui sont là. Notre région Aura nous a un petit peu oubliés depuis quelques mois, depuis quelques temps. Et on le regrette, on est parti vers le monde de l'entreprise, heureusement, qui répond présent. Mais pour tous ces financements, on a l'impression que la région Aura n'est plus tellement présente autour de nous. Voilà, merci. Je pense que peut-être Gilles veut dire là-dessus sur l'interpellation par rapport à la région. Oui, bon, je ne veux pas entrer dans la politique. C'est un choix politique, en fin de compte, qui a été fait par le président de la région et qu'on a soutenu. C'était de favoriser l'investissement et de freiner un petit peu au niveau du fonctionnement. Et on s'aperçoit que ça rend des résultats. Alors, ça fait aussi un certain nombre, comme vous, de mécontents. Certains, on a peut-être trop appuyé, d'autres, on n'a pas assez appuyé pour réduire les frais de fonctionnement. Mais il faut savoir qu'au niveau de la fonctionnement, on en était à de la cavalerie, c'est-à-dire qu'il y en avait beaucoup trop. Et c'est vrai qu'en réduisant, ma foi, certains, on n'a peut-être pas eu la réflexion suffisamment poussée pour dire, sur cela, on a trop appuyé parce qu'ils sont méritants. Mais globalement, quand même, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a pu faire de grandes choses en investissement et qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas réduit le fonctionnement. Voilà, c'est simple. Après, c'est des choix. Il n'y a qu'un seul porte-monnaie. Je crois qu'aujourd'hui, nous, on avait fait un choix concernant la montagne, c'est de dire il faut qu'on investisse. Il faut qu'on investisse sur la neige parce qu'on a beau parler, si on n'a pas la neige, je parle pour les stations d'hiver, pour les moniteurs, pour les guides qui font le double métier, s'il n'y a pas la neige, on ne peut rien faire. Donc on sait que tous les autres pays européens sont équipés, nous, on va aussi un peu essayer de les rattraper dans l'équipement. Et pour trouver ce financement-là, c'est clair qu'on a fait... Moi, personnellement, dans ma commission, j'ai fait sauter la subvention de la FRAPNA. J'aurais peut-être pas dû. J'ai fait un choix. On ne peut pas garder les sous. Par contre, j'ai donné 600 000 € pour une réserve collinaire, parce que je vois mon ami Chaplan, Pascal, à côté de moi, pour Saint-Gervais. De ça va faire de la neige. De là, ça va faire travailler une économie jusqu'au boulanger, pas que les moniteurs et que les guides. Tout le monde dans la vallée va un peu en profiter, et la FRAPNA un peu moins, parce que cet argent qui était mis là, il va être mis ailleurs. Alors, je ne montre pas du doigt la FRAPNA, même si ça me fait un peu plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a été obligé de faire des choix et qu'on a réduit. Alors, peut-être que vous en avez fait malencontreusement les frais. Bon, j'en suis désolé, parce que votre remarque, elle a certainement un bien fondé, mais c'est le choix de politique qui a été choisi de développer pendant cette mandature. Voilà. Ok, très bien, on aura bien entendu. Je te propose, Pascal, là, tu disais, tu avais quelques mots à dire, et puis qui feront guise de conclusion. Parfait, merci Yannick.
Juste Michel, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que c'est une difficulté, même si Nico, tu as expliqué qu'il y a des possibilités. C'est pas simple. On est en train d'essayer de faire bouger les choses pour pouvoir accueillir des jeunes et des enfants, et notamment des enfants de montagne, comme ça vient d'être dit. On a des enfants qui habitent en montagne et qui ne savent rien de la montagne. On a fait, nous, un constat qui était de dire, dans nos vallées actuellement, c'est de plus en plus difficile de vivre dans ces vallées-là parce que économiquement, ça devient très cher. Donc les jeunes émigrent vers le bas des vallées. Et en émigrant, ils perdent une partie de notre culture, une partie de cette culture montagne, parce qu'ils sont dilués dans les vallées. Parallèlement à ça, on a toute une série de citadins qui volontairement décident de venir vivre en montagne et y travailler, et y séjourner. Ces gens-là apportent quelque chose, mais il leur manque tout l'historique, toute la culture. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les valeurs essentielles qui forment la culture montagne sont en train de disparaître. Et comme l'a très bien dit Nicolas tout à l'heure, il faut aujourd'hui, si on veut que les choses évoluent, que les institutionnels, que les décideurs, je regrette d'ailleurs que nos députés et sénateurs soient partis, je sais qu'ils ont des programmes chargés, mais c'est vendredi après-midi, ils auraient peut-être pu rester. On est samedi après-midi, donc ils auraient peut-être pu rester. Je pense que c'est quand même essentiel que tous les décideurs s'imprègnent de cette culture montagne. Alors je sais que c'est marginal par rapport à la France, mais nous, on y vit, c'est notre lieu d'activité, c'est notre lieu de vie, donc on la défend et c'est normal. Il faut qu'on continue à développer cette culture montagne. Et donc, dans notre réflexion, le constat qu'on a fait pour le projet du refuge, c'est de dire les adultes de demain, les décideurs de demain, les institutionnels de demain, les politiciens de demain, les officiels de demain, ce sont les enfants d'aujourd'hui. Donc, si aux enfants d'aujourd'hui, on n'inculque pas de la culture montagne, telle qu'on l'a globalement définie juste avant, eh bien, rien ne changera. Alors, ça va prendre une génération, ou une et demie, ou deux, mais ça nous semble tellement important de pouvoir inculquer de la culture montagne aux enfants qu'on est prêt à faire des sacrifices importants pour réussir cet objectif-là. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à vous quatre pour cette table ronde qui a été un peu vivante. Là, c'était sympa. Je me suis bien amusé.